Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov, aujourd'hui, en face-à-face, revient sur l'affaire Sarah Halimi avec deux psychiatres, le docteur Daniel Cosculluela, qui est psychiatre et qui a été expert auprès de la Cour d'appel, et le docteur Joël Hartmann, psychiatre et aussi ancien expert auprès de la Cour d'appel. Alors bonjour Daniel Cosculluela, bonjour Joël Hartmann. Bonjour André Berkov. Vous avez écrit une lettre dont je vais lire une partie des extraits, mais avec les extraits, je vais aussi vous interroger sur cette affaire Sarah Halimi. Je rappelle d'abord, quand même aux éditeurs du Sud Radio, évidemment, on en a beaucoup parlé, je rappelle que Sarah Halimi, une retraitée de 65 ans de confession juive, a été sauvagement tuée en avril 2017, donc il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, par un Français d'origine malienne en avril dernier dans le 11e arrondissement de Paris. Je rappelle également que le 14 avril, là, il y a un peu plus d'un mois, la Cour de cassation a confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, donc la Cour de cassation, a entériné le caractère antisémite du crime, mais confirmé l'impossibilité de juger le meurtrier un gros consommateur de cannabis, compte tenu de l'abolition de son discernement lors des faits, en caractérisant une bouffée délirante. Alors, il y a eu évidemment énormément de réactions, de manifestations, de demandes de justice, et je dois dire simplement, je vous le dis à Dr Hartmann comme Dr Cosculluela, que 2 propositions de loi, vous le savez, ont été déposées et sont discutées au Sénat, et dans la soirée de mardi, le Sénat a adopté la proposition de loi portée par les groupes Les Républicains et Centristes, visant à réformer le régime de l'irresponsabilité pénale, un texte qui fait écho, effectivement, à l'affaire Sarah Halimi. Et je termine, la Haute Assemblée, donc le Sénat, souhaite renvoyer devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises la charge de statuer sur la responsabilité pénale du mis en examen en cas d'abolition temporaire de son discernement, afin que les victimes puissent bénéficier d'un procès. Voilà. L'affaire est là. L'affaire, effectivement, a fait beaucoup d'émotions, a secoué beaucoup de gens et effectivement, les collectifs Sarah Halimi se sont multipliés. Mais au-delà de ça, vous dites vous-même, justement dans votre lettre, que je vais lire en partie, je vais vous interroger. L'affaire Sarah Halimi, caractérisée par le meurtre sauvage d'une sexagénaire par un voisin dans un accès de folie meurtrière, soulève de nombreuses interrogations. Et vous rappelez effectivement ceci. Sur le plan de l'expertise psychiatrique, la responsabilité pénale déterminée par la première expertise a été invalidée par les suivantes. La question centrale est celle d'un accès délirant aigu à tonalité mystique sous emprise de toxiques ayant été la principale cause du meurtre sauvage. Ce que l'on sait du profil de l'assassin, je vous lis toujours, je lis votre lettre à vous deux. Un homme d'origine malienne de 27 ans au moment des faits de confession musulmane, connu des services de police pour de nombreux délits, vols, violences, port d'armes, outrage et usage de stupéfiants. Cet homme, au cours d'un épisode singulier, donc en avril 2017, s'est déchaîné dans la violence, a d'abord séquestré des voisins avant de s'en prendre cruellement à une autre voisine, Madame Halimi, qu'il a battue à mort avant de la défenestrer du 3e étage en proférant des sourates du Coran et en criant Allahu Akbar. Et vous ajoutez, cela relèverait d'une voix entendue et ordonnant ses actes. Doit-on croire ce qu'un individu déclare et prétend se souvenir en alléguant par ailleurs être sous l'emprise de drogue? Et vous dites ceci, vous dites, l'alcoolisme est également fréquemment générateur de ces états, les ivresses aiguës, les magistrats le savent bien, déterminent souvent les passages à l'acte dramatique qui n'auraient pas lieu sans les effets de l'alcool. La jurisprudence révèle que la totalité des délits ou crimes volontaires ou involontaires commis dans ces circonstances sont pénalement responsables. Alors voilà, on parle d'irresponsabilité alors que vous dites que la totalité des délits sont responsables. Pourtant, un alcoolique en ivresse prononcée, qui prend sa voiture et tue sur la route comme il aurait pris une autre arme que son véhicule, n'a évidemment pas la capacité de jugement, de vigilance, de discernement et d'analyse de ce qu'il fait au moment où il le fait, mais demeurera pénalement toujours responsable de ses conséquences. On sait très bien que si cet alcoolique est ordinairement violent et impulsif, que ses tendances seront renforcées par son ivresse. Mais s'il tue à ce moment précis, le meurtre aura-t-il principalement été déterminé, et vous posez la question fondamentale, par la nature de l'auteur ou l'altération de ses capacités de contrôle permises par l'effet du toxique. Et cette affaire, effectivement,
dans ses conclusions légales est d'autant plus choquante, dites-vous toujours, qu'elle souligne la toute-puissance de la dictature sanitaire, son incohérence et ses contradictions. Dans cette affaire, il n'est de réalité incontestable que le massacre de Sarah Halimi et les propos qui l'ont accompagné. Les motivations du criminel et ses hypothétiques troubles pathologiques relèvent de l'hypothèse ou de l'interprétation. L'évocation de la prise déterminante, on a parlé de bouffées de délirantes et de cannabis, donc l'évocation de la prise de drogue et d'alcool n'est pas avérée, car si tel était le cas, les effets délinquentiels seraient systématiques et validés par les études scientifiques comparatives. Voilà. Et vous dites ceci, vous dites la validation du déterminisme, de la causalité entre prise de produits perturbateurs du comportement et actes délictueux ou criminels relève du rôle des experts. Or, les experts, et là vous arrivez aux experts, et c'est vraiment, parce que c'est eux qui ont fait la décision juridique, après, enfin qui l'ont en tout cas déterminée. Or, ceux-ci n'ont pas systématiquement la preuve objective, matérielle et scientifique des faits allégués, produits, consommés et quantité, et ne font qu'interpréter la réalité feuilletonnée. Le rôle de feuilleton. Mais surtout, le rôle initial de l'expert tel qu'il nous a été enseigné est de définir la pathologie éventuelle du sujet selon la classification psychiatrique européenne traditionnelle. Alors, je dirais simplement, vous ajoutez, je ne lis pas tout, mais la notion de pathologie fondamentale structurelle est donc aujourd'hui minorée ou négligée, avec corrélativement une pathologisation accentuée des comportements et conduites humaines, ce qui contribue, sauf situation idéologique particulière relevant de la pensée unique et de la novlangue, à une banalisation des actes et des faits. La toxicomanie est un fléau de santé publique et l'utilisation des drogues puissamment hallucinogènes telles que le LSD, etc. est malheureusement très répandue. Qu'en est-il de la responsabilité pénale de l'individu sous l'effet de ces drogues qui commet l'irréparable? Et vous dites ceci, pire, la kétamine, drogue potentiellement hallucinatoire, est depuis 2019 commercialisée et prescrite aux USA pour le traitement de la dépression, tandis que le LSD et les champignons hallucinogènes sont actuellement étudiés pour les mêmes indications thérapeutiques. On prescrit donc déjà d'authentiques drogues capables d'abolir le contrôle de soi pour traiter une dépression. Nous nous rapprochons étrangement du meilleur des mondes d'Aldous Huxley et vous finissez ainsi. Cette affaire renvoie donc à la nécessité morale et pénale de réviser la notion de responsabilité du sujet, du corps social et le redéfinir de rôle des experts afin que cesse cette odieuse extension de la notion d'irresponsabilité promue par l'appareil judiciaire. Alors, effectivement, nous allons juste passer aux informations, mais il fallait que je lise cette lettre pour poser toutes les questions. On va se retrouver juste après les infos. Docteur Hartmann, docteur que je suis là, et là, je vais vous poser les questions sur ces bouffées délirantes et qu'est-ce qu'elles signifient. À tout de suite. Voilà, et puis vous aussi, vous réagissez dès maintenant, 0826 300 300. Vous revenez sur cette affaire Sarah Halimi, évidemment, avec nous, sur cette bouffée délirante et l'irresponsabilité pénale du meurtrier. Et puis vous pouvez revenir sur tous les autres sujets, la sécurité sociale et tous ces comptes qui ont été mis en cause par la Cour des comptes, les EHPAD prison qui continuent. On vous attend sur tous ces sujets. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans tous mes états, je ne suis pas seul avec le docteur Joël Hartmann et le docteur Daniel Cosculuela. Alors résumons-nous à votre lettre. Alors, je rappelle, la plus haute direction, la Cour de cassation a entériné le caractère antisémite, mais confirmé, c'est ça important, confirmer l'impossibilité de juger le meurtrier, un gros consommateur de cannabis, compte tenu de l'abolition de son discernement lors des faits en caractérisant une bouffée délirante. Alors, docteur Hartmann, vous dites quoi par rapport à, voilà, ils ont dit, voilà, il y a eu une bouffée délirante, et puis il n'est pas responsable, il n'avait pas de discernement. Le problème de la bouffée délirante aiguë, c'est la certitude d'en faire le diagnostic, parce que c'est un diagnostic qui s'établit a posteriori sur des éléments donc révélés par l'individu et après l'épisode, si vous voulez. Oui. Donc, vous avez différents cas de figure possibles. Soit vous avez un assassin coupable qui est psychotique ou schizophrène connu, qui a une maladie chronique qui s'inscrit dans la durée, auquel cas c'est beaucoup plus facile pour les experts. Oui. Dans le cas de l'assassin de Madame Halimi, ce qui était connu depuis très longtemps, c'était son profil plutôt sociopathe ou de psychopathe, parce qu'il avait un certain nombre d'antécédents, qui ne sont pas sans rappeler d'ailleurs les profils de plusieurs terroristes célèbres, tristement célèbres, Koulibaly, Kouachi, Mohamed Merah, c'est-à-dire un profil de psychopathe. Et je crois que c'est ça qui a profondément choqué l'opinion publique après le meurtre de Madame Halimi, parce que cette personne
avait été condamné maintes fois pour des faits de violence. Hein. Il avait menacé Sarah Halimi plusieurs fois et des voisins, déjà. Il l'avait menacé, il l'avait traité de sale juive. Donc il avait manifesté son antisémitisme, sa violence, sa capacité à transgresser les règles. Je crois qu'il y a eu une condamnation pour port d'armes, usage de stupéfiants, c'est-à-dire un profil de personnalité typiquement psychopathique. Et à côté de ça, cette personne aurait développé un épisode délirant de quelques heures à quelques jours, après ce qu'il a raconté aux experts, qui l'aurait conduit à ce geste dramatique, puisqu'il a torturé cette personne d'une manière ignoble, et puis il l'a défenestrée. Elle est décédée des suites de ses coups. Et alors, qu'est-ce qu'on juge ? Je crois que qu'est-ce qu'on juge ? Qu'est-ce que les experts psychiatres peuvent déterminer ? C'est assez compliqué, ça n'est pas une science exacte. La preuve, c'est que le premier expert psychiatre, je crois que c'était Dr Zaguri, avait déterminé la responsabilité de l'auteur, alors que les suivants ont déterminé le contraire. Voilà. Alors justement, autre chose. Oui, allez-y, Dr Hartmann. Une autre chose importante, c'est que sur le plan jurisprudence, il est quand même assez facile aussi de tromper un psychiatre, surtout quand on raconte des éléments a posteriori. On n'a aucun moyen, en tant qu'expert psychiatre, on n'a aucune certitude sur la véracité des choses qui sont racontées. On ne peut pas vérifier l'authenticité de troubles qui se sont ponctuellement produits, d'une voix intérieure qui aurait poussé l'assassin à commettre ces faits. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, et lui dit ce qu'il a à dire, enfin ce qu'il a envie de dire ou ce qu'il a à dire, et puis vous expert ou l'expert, il a 2 heures pour déterminer quelque chose, évidemment, à laquelle non seulement il n'a pas assisté, mais voilà, il a en fait des éléments, je veux dire, comment on dit, séquencés, peut-être coupés, voilà, c'est très difficile, peut-être le contexte n'est peut-être pas donné tout de suite. Non, oui, c'est une analyse rétrospective, donc c'est ça qui est assez compliqué. Alors, docteur Cosculluela, au fond, vous avez été tous les deux d'ailleurs experts auprès des cours d'appel. Au fond, le rôle de l'expert, c'est-à-dire quand un juge fait appel à un expert, quel est exactement le rapport de l'expert et du juge ? Est-ce que l'expert, parce que vous le dites dans la lettre, vous dites le juge n'est absolument pas tenu de suivre le rapport de l'expert, mais même plus, il n'est pas tenu de convoquer un expert et de se baser sur lui. C'est exact ? Oui, absolument. C'est un rapport de la Cour des comptes. Une décision qui a été prise en 86, si mes souvenirs sont exacts, ou 96, je ne sais plus. Mais c'est dans la loi, il n'est pas question que systématiquement puisse être désigné un expert pour se prononcer sur la responsabilité ou le discernement de l'individu qui commet des actes. Dans l'affaire que nous évoquons, dans de multiples autres affaires, la consommation d'alcool, la consommation de drogue, de quelque nature que ce soit, ne peut pas être considérée comme étant le fait d'un manque de discernement. La décision de s'emparer de l'objet n'est pas une décision, comment dirais-je, qui échappe à l'individu qui s'en saisit et qui répète l'acte. Donc de ce point de vue, il y a une responsabilité. Cette responsabilité initiale peut engager par la suite une perte de responsabilité, mais elle ne saurait être considérée comme étant quelque chose susceptible de le blanchir. D'autre part, je reviens sur la notion de discernement. Oui. Et je me permets là de dire des choses que je crois essentielles. Le discernement n'est pas, à proprement parler, un concept médical. Les médecins n'ont aucun enseignement au cours de leurs études sur le discernement. Il s'agit d'un terme très courant. Le dictionnaire, le Petit Robert, donne par exemple, parmi les exceptions, la disposition de l'esprit à juger clairement et librement et sereinement des choses. D'autre part, des psychiatres ont écrit, alors il s'agit de Puig-Vergès, qui est un grand expert, tout à fait remarquable, il disait à propos du discernement, le discernement renvoie à une série d'opérations de l'esprit portant sur l'accès à la connaissance. Il s'agit de la possibilité pour l'homme de parvenir à la vérité, à la représentation du monde et du bien, cela à une époque où croyances religieuses et connaissances sont intriquées. Le passage du théologique au philosophique, ouvrir la voie aux représentations de l'esprit, etc. Ce que je veux dire simplement, et ce que veut dire ce psychiatre simplement, c'est que le discernement, c'est une notion que dont le magistrat va se saisir. Et effectivement, comme le disait le docteur Hartmann,
au travers de l'appréciation et de l'appréhension des experts qui n'ont jamais vu le patient expertisé que en 2 heures. Alors justement, vous dites 2 heures. C'est quoi? C'est la durée normale qu'un expert voit quelqu'un, enfin présumé coupable. Ça dure 2 heures. C'est la durée approximative. Ça dépend du temps dont il dispose et du lieu où il le reçoit, etc. Alors je pose la question à vous deux, compte tenu de ce que vous venez de me dire. Comment on peut confirmer, encore une fois, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, mais je voudrais avoir votre appréciation de médecin, de psychiatre, de psychologue, comment il confirme l'impossibilité de juger le meurtrier compte tenu de l'abolition de son discernement lors des faits en caractérisant une bouffée délirante. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une bouffée délirante? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une bouffée délirante, c'est un état durant lequel l'individu, effectivement, n'a plus la maîtrise des pensées qui sont les siennes et des comportements que cela engendre. Docteur Hartmann? C'est un épisode bref. Alors, je corrige, je ne suis pas expert auprès de la Cour d'appel, contrairement à Daniel Cosculula. La bouffée délirante aiguë est un épisode délirant bref, donc qui va durer de quelques heures à quelques semaines maximum, le plus souvent quelques jours. Qui survient chez une personne en général indemne de troubles psychiatriques et qui peut se résoudre. Donc ça n'a rien à voir, si je vous écoute tous les deux, ça n'a rien à voir avec le cas de Kabili Traoré, l'assassin de Sarah Halimi, puisque vous dites vous-même, alors c'est pour ça, je pose la question, la première, après bouffée délirante, c'est comment peut confirmer l'impossibilité de jugement, puisque, voilà, abolition du discernement. C'est ça, on ne comprend pas très bien. C'est le juge, c'est l'expert, enfin... Si. Monsieur Traoré, après les avis psychiatriques, aurait développé un état délirant aigu. Oui. Mais sur un terrain, quand même, sur un profil de personnalité particulièrement à risque. Alors, qu'est-ce que va juger l'expert? Est-ce qu'il va juger... le contexte dans son ensemble, le profil de personnalité. Vous avez des milliers de gens qui font des épisodes délirants aigus tous les jours en France. Heureusement que vous n'avez pas autant d'assassinats. Oui, toutes les bouffées délirantes ne se traduisent pas en meurtre. Heureusement non. Mais justement, la tonalité du délire va dépendre aussi du profil sous-jacent. Si vous êtes impulsif, si vous êtes particulièrement intolérant, si vous êtes violent, antisémite, votre délire va être teinté de cette personnalité sociopathique qui semblait caractériser l'auteur du crime. Si je puis me permettre de compléter ce que vient de dire le docteur Hartmann, il me semble qu'effectivement la notion de discernement, elle n'a pas de tonalité médicale. Vous l'avez dit ça, mais comme il vient de le dire, effectivement, quand on a une dimension d'emportement caractériel, on peut être amené dans certaines circonstances à passer à l'acte et à commettre des actes violents, etc. etc. Mais cet emportement-là, dans d'autres circonstances, ne va pas engendrer des comportements de cette nature. Ce qui veut dire que ce qui est en cause, ce n'est pas la personnalité fondamentale et première, ce qui était le cas de l'article 64 du Code pénal qui disait que lorsque l'individu était malade, il ne pouvait pas être jugé. Aujourd'hui, effectivement, il y a une sorte d'extension de la dimension pathologique qui permet la légitimation de tout un tas de transgressions comportementales. Si je puis me permettre une certaine remarque, lorsqu'est sorti en 52 le DSM-1, c'est-à-dire la classification américaine des pathologies, il y avait répertorié 60 pathologies. Ouais. Lorsque le DSM-2 est publié en 1968, il y a 145 pathologies qui sont répertoriées. Ce qui veut dire que le discernement ou la perte de discernement s'intensifie, se diversifie, se multiplie, etc. Et si je puis me permettre également, il y a une autre affaire dont il est question et qui mérite d'être signalée. Elle m'a été communiquée, l'information, par monsieur Gérard Charolois, qui était le vice-président du tribunal de Bergerac. Il a été commis à Bordeaux un crime, le meurtre de Sophie Frédéric en Gironde. Et l'irresponsabilité pénale passe mal. Pourquoi passe-t-elle mal? Il a été, ce garçon qui consommait du cannabis, considéré comme irresponsable. Lorsque l'enquête policière a été réalisée il a donc tué sa belle-mère, n'est-ce pas? Lorsque l'enquête policière a été réalisée au domicile parental dans lequel il résidait, on a découvert que tant dans sa chambre que dans celle de la belle-mère, que dans celle de son père, il y avait du cannabis.
Et donc, de ce fait, on pouvait considérer qu'il y avait un environnement totalement dénué de responsabilité. Ce garçon n'a pas été condamné. Il a été acquitté et en démarche de soins, si j'ose dire. Ouais. Bah, comme Kobili Traoré. Comme Kobili Traoré. Ouais. Tout à fait. Il était suivi psychiatriquement. Les experts, 3 experts, ont considéré qu'il était porteur d'une pathologie mentale appelée schizophrénie, ce que n'avait jamais répertorié le psychiatre, la psychiatre, qui le suivait depuis des années. Eh bien, les enfants de la victime ont déposé plainte contre la psychiatre et légitimé de ce fait le jugement du tribunal et l'avis des experts. Alors 3 fois 2 heures, 6 heures. C'est-à-dire qu'il est resté en soins et il n'a pas été condamné, c'est ça? Absolument. Mais le père, à ce moment-là, on aurait pu imaginer, puisqu'il était lui-même consommateur de cannabis, qu'il l'ait encouragé à faire ceci ou cela. Oui, mais enfin, en tout cas, pour revenir à l'affaire Sarah Halimi, le problème qui est posé, et nous allons continuer à en parler avec vous, encore une fois, c'est le rapport expert-juge. C'est-à-dire un expert conclut à l'irresponsabilité ou l'impossibilité, l'irresponsabilité du meurtrier. Les juges considèrent que, effectivement, et en toute bonne foi, en toute sincérité, alors on considère que donc il n'y a pas de jugement, donc on suspend et c'est l'hôpital psychiatrique. En fait, le problème est posé de ce point de vue-là. Est-ce que moi, demain ou autre, j'aurais pris quelques drogues, LSD, etc., je serais dans un état absolument... et j'irais tuer, à ce moment-là, pas de procès, pas de condamnation, l'asile psychiatrique. On se retrouve dans quelques instants avec vous et avec les auditeurs de Sud Radio. Et pour cela, un seul numéro de téléphone, 0826 300 300. Et oui, c'est à vous, Français, de parler à André Berkoff et à nos invités, Dr Daniel Cosculuela et Dr Joël Hartmann. Tout de suite, on donne la parole à Mireille, qui nous appelle d'Allo. Bonjour Mireille. Oui, bonjour Mireille. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde et félicitations pour vos émissions. Merci. Je suis très radio, voilà. Voilà, depuis toujours. Alors, j'ai quelques ADN, je dois le dire, de qualité. Je rends hommage à mon papa qui s'en est jamais vanté. Il a été chef de la résistance de tout le Sud-Est. Nous l'avons su, Hector Calamaro, voilà. Nous l'avons su très tard par un monsieur de Plan de Cuc où nous habitions, qui était dans son groupe. Donc ça me permet de lui rendre hommage. Il a pris beaucoup de risques. Eh bien, vous avez bien fait. Voilà, il faut lui rendre hommage. Hector Calamaro, chef de la résistance de tout le Sud-Est. Donc j'ai quelques ADN. Maman Corse et papa napolitain. Écoutez, on n'a pas besoin de vos ADN pour vous dire que vous pouvez ici parler et très librement. Et justement, alors je parle très librement. Je trouve qu'il y a, pour certains meurtriers, beaucoup trop de circonstances atténuantes. Lui, il a laissé aucune chance à Madame Halimi. En plus, c'était un raciste. Donc, je ne vois pas pourquoi on va lui chercher des excuses. Moi, je vais vous dire, j'ai eu c'était la date souvenir de mon fils décédé, il y a 30 ans, Rémi Raimondo. Suite, je le dis, il faut lui rendre hommage, il a fait une grande action humanitaire pour l'hôpital de Bamako. Et les a équipés en récupérant ici en PACA du matériel médical qu'il a envoyé à Bamako. Ça lui a coûté sa vie puisque son cœur a lâché. Voilà, donc je rends hommage à mon fils. Alors je ne comprends pas qu'on puisse trouver des excuses à un monsieur raciste qui massacre une pauvre dame. Non, c'est trop facile. Et puis alors, on leur trouve des circonstances atténuantes. Alors moi je vais vous dire, le 25 février, là, passé, j'ai eu une bouffée d'angoisse, mais je m'en suis pris à moi-même. Voilà, je suis pas sortie et je n'ai agressé personne. Bon. Il est vrai que ça a été, je me suis trouvée tellement minable dans la glace et puis voilà, je me suis pas mutilée, ce qui aurait pu arriver. Peut-être le traitement antidépresseur m'a évité cela, mais toujours est-il que je m'en suis pris à mes cheveux et j'ai massacré mes cheveux. Voilà, je ne peux plus sortir sans perruque ou sans, comme j'appelle, plan B. Donc je veux dire, c'est trop facile de dire il était sous l'emprise, sous l'emprise de ci, de là, et on remet en
liberté des gens qui rendent des familles en deuil. Qui rendent des familles en deuil parce qu'on a remis un meurtrier en... Voilà, non, ça je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà, je suis très en colère contre ceux qui donnent toujours des bonnes excuses aux meurtriers. Et alors, on pense aux parents endeuillés? Non. Non. Et vous savez, ce qui m'énerve aussi, ça je vais vous le dire, il faut que je vous le dise, quand on dit qu'il n'y a que X nombre de personnes qui ont eu le Covid et qui en sont morts. Mais ce n'est pas le nombre. Ce sont des personnes qui vivaient en famille. Donc, il faut penser aux familles endeuillées. Ce ne sont pas que des numéros. On manque d'humanité. Oh, il faut reprendre tout ça, non ? On va le reprendre, madame, mais j'aimerais justement... Je compte sur vous. Mais vous pouvez. Docteur Hartmann, je voudrais justement faire parler nos interlocuteurs et justement ils ont beaucoup de choses à dire. Il y a quand même quelque chose qui est très étonnant dans cette histoire, c'est que au fond, l'expert quel qu'il soit, vous avez parlé de cette bouffée délirante, vous avez parlé de tout ça. Comment il se fait que 4 ans après, alors qu'on a eu le temps justement de peser ce qui s'est passé, d'avoir effectivement toutes les données, on a eu le temps de contextualiser, etc. Comment il se fait qu'on arrive à cela? Et vous savez très très bien, il n'y a pas effectivement que l'affaire Halimi. Souvent, il y a eu quelques meurtres, et Dieu sait, et des assassinats et des attentats, où l'auteur dit oui, mais c'est un déséquilibré. On a beaucoup entendu Joël Hartmann et Daniel Cosculluela, la notion de déséquilibré qui a été avancée dans la quasi-totalité, je ne dis pas tout, mais la quasi-totalité des attentats et crimes qu'on a entendus depuis quelques années, en tout cas dans la majorité, c'est un déséquilibré. Et là, j'aimerais que vous me parliez de cette notion de déséquilibré, s'il vous plaît. Alors, la notion d'irresponsabilité qui concerne l'assassin de Madame Halimi, oui. C'était une irresponsabilité au moment des faits. C'est-à-dire que cet assassin était responsable avant, cette bouffée délirante de quelques heures ou jours, puisque d'ailleurs il a été condamné un certain nombre de fois, et était tout à fait ensuite responsable au moment où il a été interrogé par la police, les psychiatres, parce qu'il était sorti de son état délirant aigu. Ce qui d'ailleurs révèle aussi une incohérence du système. S'il est décrété irresponsable, et donc pénalement irresponsable pour ce meurtre, ça veut dire qu'il est orienté vers la psychiatrie, vers les hôpitaux psychiatriques plutôt que vers les prisons. Pour des troubles qui ne sont plus, puisqu'il est sorti de sa bouffée délirante, et pour une organisation de personnalité qui par définition ne se soigne pas parce qu'on ne voit jamais de psychopathes en consultation. Ce sont des gens qui n'ont pas de culpabilité, qui ne souffrent pas de leurs symptômes, qui ne consultent jamais les psychiatres. On ne les voit que quand il y a une injonction de soins demandée par le juge, et à ce moment-là, ils viennent, mais ça ne fonctionne jamais bien, puisqu'ils viennent chercher un certificat où on prouvait qu'ils ont bien vu un psychiatre, comment leur imposer de le faire. Oui, mais alors, juste un mot. C'est vraiment le nœud du problème. Donc, il était responsable avant dans tous ses actes, en tout cas dans ce qu'il y a eu. Bon, il n'y avait pas de passage à l'acte. Il y a eu passage à l'acte. À ce moment-là, pendant le passage à l'acte, il est irresponsable. Et ensuite, vous venez de le dire, il est responsable après quand il fait ses confessions à l'expert ou au juge. Qui détermine et comment on peut déterminer qu'au moment où il a assassiné, au moment où il a défenestré, au moment où il a tabassé, il était en bouffée délirante? Je veux dire, lui il le dit, bien sûr, lui, et c'est normal, je serais à sa place, je dirais la même chose. Mais qui décide et comment et sur quelle foi, je reviens à ça parce que c'est ça le nœud du problème, qui décide et en toute son âme et conscience, et plusieurs fois, puisqu'il y a eu cour d'appel et il y a eu cour de cassation, eh ben non, il est irresponsable. Docteur, oui, allez-y. Oui, pardon, je laisse Daniel peut-être répondre à cette question si vous voulez. Allez-y. Oui, Daniel Cosculluela. Alors, c'est très simple. Je pense qu'on ne peut pas décréter l'irresponsabilité pour une raison fort simple. C'est que la consommation de toxiques qu'il a initialisée, il l'a initialisée consciemment. Et effectivement, comme le dit Joël Hartmann, par la suite, il n'a pas présenté de bouffée délirante. Donc, sa bouffée délirante, il l'a provoquée de façon, si j'ose l'affirmer ainsi, délibérée. Quelle qu'ait été l'intention qu'il avait de faire de nuire ou de pas nuire? Et peut-être pourrait-on imaginer, et l'expert pourrait imaginer, qu'il n'ait
consommer de l'alcool pour effectivement se libérer d'une certaine inhibition et passer à l'acte et enfin liquider Madame Halimi qui l'a injurié depuis des semaines et des mois. Je me permets à ce propos. Donc attendez, juste un mot, pardon, docteur. Oui. Donc ça veut dire que pour vous, il est responsable? Totalement. Bon, d'accord. Totalement. À partir du moment où quelqu'un décide de consommer quoi que ce soit, André Berkoff, si aujourd'hui, cet après-midi, en sortant de l'émission, par exemple, puisque durant l'émission suivante, il est question de toutes les addictions possibles et imaginables, imaginez que vous vous livriez à une addiction, je ne sais pas, alcoolique par exemple, et que vous plongiez dans une addiction sexuelle. Peut-on vous décréter que vous êtes irresponsable? D'abord, vous avez écouté Sud Radio, donc vous l'avez fait délibérément, vous avez consommé de l'alcool parce que vous éprouvez du plaisir à écouter Sud Radio, et vous êtes passé à l'acte parce que le culte qui passait devant vous vous séduisait prodigieusement. Donc votre responsabilité, elle est engagée de manière définitive. Docteur Hartmann, est-ce que vous pensez aussi que l'assassin de Sarah Halimi, pour vous, je parle en tant que citoyen et surtout en tant que médecin, est-ce qu'il est responsable? Oui, je pense qu'il y a une responsabilité qui me paraît assez claire dans ce cas précis, et c'est surtout l'avis qu'a donné le premier expert psychiatre, Dr Zaguri, quand il a vu l'assassinat de Madame Halimi, parce que je pense que le docteur Zaguri a considéré l'ensemble du personnage, qui était quelqu'un de dangereux, étiqueté dangereux depuis très longtemps, maintes fois condamné, encore une fois. Antisémite affiché, il avait déjà insulté sa voisine, et la bouffée délirante, si vous voulez, n'a été qu'une sorte de catalyseur, si tant est qu'elle ait existé. Ça reste à prouver, mais ça reste à prouver. Oui, alors l'expert juge en fonction de ce que lui répond le coupable. Oui. Donc, il pose des questions, l'expert, et puis la personne interrogée répond, et en l'occurrence, M. Traoré a répondu qu'il se sentait guidé par une force un petit peu étrangère à lui-même, lui ayant ordonné de faire ce geste. C'est ça qui détermine l'irresponsabilité, c'est le fait que le geste ait été déterminé par une force extérieure à lui-même, si vous voulez, même si c'est pendant un temps très court. On se retrouve, le temps d'ailleurs a été assez long, on se retrouve effectivement après ceci, à tout de suite. 0826 300 300, vous continuez de nous appeler justement sur cette irresponsabilité pénale, on peut élargir à l'ensemble des meurtriers, et puis évidemment sur la sécurité sociale, les EHPAD prison, on vous attend sur tous ces sujets, à tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et vous continuez de nous appeler 0826 300 300 pour réagir à l'affaire Halimi. Alors d'ailleurs, une petite précision, vous êtes très nombreux au standard, donc il y a saturation de standard. Donc en fait, un seul conseil, restez longtemps, attendez. La sonnerie est un peu plus longue que d'habitude, mais on va vous donner la parole, donc n'hésitez pas. Je rappelle le numéro de téléphone 0826 300 300. Allez, on va donner la parole à Raphaël qui nous appelle de Paris. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Raphaël. Bonjour à vos invités, bonjour à vous, M. Berkoff. Je voulais poser la question suivante. Le fanatique ou le terroriste, il est aussi mu par une force extérieure, c'est-à-dire ça peut être la religion, l'idéologie ou les deux en même temps. Or, il me semble que Traoré était un fanatique, c'était un musulman très radicalisé. C'est compliqué cette histoire. Comment est-ce qu'on peut parler de ce monsieur et dire qu'il a agi mu par une force extérieure due à l'absorption de cannabis? C'est-à-dire qu'il avait un parcours. Le premier diagnostic fait par le psychiatre Zaguri dit c'est une enquête de la personnalité qui permettait de dire qu'il n'était pas sous l'emprise seulement du cannabis. Je pense qu'il aurait agi de la même façon si on l'avait envoyé dans un théâtre d'opération en Syrie. C'est pour ça que c'est très très compliqué, parce qu'à ce moment-là, s'il est irresponsable, tous ceux qui ont tué à Paris sont irresponsables. Ils sont mus par une idéologie, on va vous dire, c'est la religion, d'autres ça serait une idéologie quelle qu'elle soit.
On met le pied dans quelque chose de très grave avec le fait d'avoir considéré ce monsieur comme irresponsable. Écoutez, vous posez une vraie question, docteur Cosculella et docteur Hartmann. Là, c'est vrai, il y a deux choses dans ce que dit notre auditeur. Primo, effectivement, c'est intéressant, mais on va leur poser qu'est-ce qui fait la contradiction des experts. Premier expert qui dit oui, il y a responsabilité, et les deux autres experts, cour d'appel et cour de cassation, qui disent il n'y a pas. Mais aussi, effectivement, la seconde question, elle est tout aussi forte, mais à ce moment-là, quelqu'un qui tuerait sous l'emprise d'une idéologie, sous l'emprise d'un fanatisme, d'un totalitarisme, en disant mais écoutez, moi, je pense très sincèrement que cette personne doit être éliminée parce que justement elle ne pense pas comme moi, etc., etc. Il y a quand même quelque chose qui est posé là du ressort qui va encore beaucoup plus loin qu'un simple incident, si terrible soit-il. Enfin, une simple affaire, je dirais pas incident, un simple drame, mais terrible. Qui veut répondre, docteur Hartmann? Je veux bien répondre simplement en disant que la dangerosité qui est évoquée, ou toutes sortes de comportements, de souffrance, etc., de mal-être, etc., sont légitimés désormais par la médecine et par la psychiatrie. Et que cette légitimation systématique a envahi l'ensemble de la société, y compris l'appareil judiciaire, et que de ce fait, les magistrats se soumettent aux décisions que prennent des psychiatres, qui ne les prennent pas d'un point de vue scientifique, comme on l'a évoqué à différentes reprises, mais d'un point de vue qui leur est personnel. Ce qui apparaît dans un débat, je ne vais pas citer parce que c'est peut-être un peu trop pesant, entre le ministre de la Justice de l'époque, M. Badinter, et le philosophe et sociologue Michel Foucault, qui disait qu'en fait toutes ces notions ne sont pas des notions médicales, mais des notions de morale. Simplement, il s'agirait d'interroger les experts sur la morale qui les anime dans la déculpabilisation à laquelle ils se livrent au nom d'une idéologie médicale et pourquoi le magistrat s'y soumet. Docteur Hartmann. Je suis assez d'accord avec la réflexion de notre auditeur. Je pense qu'il y a une présentation médiatique, voire politique, assez caricaturale des événements terroristes qu'on a eu à subir ces dernières années. On nous présente encore dernièrement à Rambouillet, je crois. Hein. Oui. On nous dit tel individu, qui était connu pour des faits relativement mineurs, ça reste à voir, mais d'un seul coup, se serait radicalisé. Voilà. Comme si cette radicalisation serait le fruit d'une pathologie psychiatrique quelconque, comme le disait Daniel. Or, les individus, et quasiment 100% des individus qui commettent ces actes terroristes, et on en a eu plusieurs malheureusement ces dernières années, sont déjà, du fait de leur profil de personnalité, déjà radicalisés. Parce qu'ils sont violents, parce qu'ils sont intolérants, parce qu'ils sont extrémistes dans leurs pensées, dans leurs gestes, et parce qu'ils n'ont pas été suffisamment non plus contenus par la justice au fil des délits qu'ils ont pu commettre et pour lesquels ils ont déjà été condamnés de multiples fois. D'accord. Oui, donc effectivement, cette question de la responsabilisation et de la responsabilité, et vous montrez très bien tous les deux qu'en fait, il y a une course contre la montre, en tout cas qui s'oppose entre une idéologisation, où on dit, mais écoutez, il faut comprendre, il y a eu ça et ça et ça derrière, et effectivement une responsabilisation qui évidemment doit échapper. Il y a plus que des bouffées délirantes, il y a des gens qui ne sont pas dans leur état dit normal, et effectivement, c'est extrêmement compliqué, on le voit, et quand c'est un meurtre comme celui-là ou un assassinat et puis d'autres, ça laisse ô combien de traces et on se dit au fond où on met le curseur de la responsabilité. C'est bien ça, Clémence. Est-ce que je pourrais rajouter une dernière chose? Allez-y. Juste une dernière chose. On avait très mal compris à l'époque Zemmour qui lui est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire que lui il parlait pas de fanatiques ni de bouffées délirantes ni d'appels d'une voix extérieure. Il disait ce sont des combattants. Il avait été très mal compris parce qu'on lui dit c'est quoi? Il fait l'éloge des combattants islamistes. Qui dit pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de commandement supérieur qui leur vient, qui dit il faut éliminer les mécréants ou les ennemis. Alors lui, il est allé plus loin. Alors qu'est-ce que vous pensez aussi de cette thèse
mais ce qui consiste à dire que les gens qui font ce genre d'acte, ce sont peut-être des militants radicaux. Voilà, je sais pas. Non, le problème, enfin juste là, je réponds à titre purement personnel, il est difficile de généraliser à tous les cas. Et effectivement, le problème se pose. Je ne sais pas si ce sont tous des combattants. Il faudrait vraiment bien creuser dans la vie où, vous savez, il y a même dans les mêmes profils, il y a des motivations extrêmement différentes et des structures extrêmement différentes. Mais je ne sais pas, est-ce que Daniel Cosculiela voudrait parler de ça? Est-ce que franchement tous les combattants qui passent à l'acte, mais à ce moment-là, toutes les terroristes, toutes les guerres, tout ce qu'il y a eu et depuis des millénaires, est-ce que alors tout le monde est responsable ou pas? En fait, ça pose une question beaucoup plus vaste. C'est une très bonne question. Effectivement, on leur donnait durant la guerre de 14 de l'alcool pour aller au combat et se dégager de toute responsabilité. Et les croisés, effectivement, ils étaient mobilisés d'une autre manière pour exercer des violences extrêmes contre les ennemis qui étaient en l'occurrence des musulmans. Et effectivement, les musulmans qui se adhèrent à la charia considèrent que les mécréants doivent être éliminés au profit de la conquête nécessaire pour eux du territoire qu'ils occupent. Donc on peut généraliser ça à l'ensemble des situations de cette nature. Mais ce qu'il faut observer tout de même, c'est que les meurtres auxquels on attribue une perte de discernement ne sont pas que des meurtres qui relèvent de l'idéologie. Ils relèvent quelquefois de l'intérêt particulier des gens. C'est l'exemple que je donnais du meurtre de Sophie Frédéric, et que là, en l'occurrence, la notion est la même. Le discernement ne devrait pas être mis en cause, puisque c'est une notion morale et non pas une notion médicale. C'est ça. Très bien. On va se retrouver tout de suite après ceci. Voilà, et vous continuez de nous appeler, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et le débat continue sur l'irresponsabilité des meurtriers. Cette fameuse bouffée délirante du meurtrier de Sarah Halimi avec Dr Daniel Cosculiela et Dr Joël Hartmann, André Berkov et vous tous qui nous appelez 0826 300 300. Allez, on va je vous donne la parole à Jérémy. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour Jérémy. Bonjour, ravi d'avoir l'occasion de parler. Alors, je voulais juste soulever un petit point, enfin peut-être poser une question, à propos du meurtre de Sarah Halimi. C'est une chose dont on parle peu, c'est que a priori, d'après ce que j'ai pu lire, les policiers sont restés très très longtemps devant le domicile de Madame Halimi sans intervenir, car ils avaient des ordres de leur hiérarchie et du préfet, et qu'a priori, il semblerait que l'irresponsabilité déclarée du criminel, du tueur, était surtout pour éviter un procès où on aurait dû soulever ce problème de la non-intervention, et donc il ne fallait pas qu'on en parle. C'est ce que j'ai pu lire, étant très concerné par cette affaire. Voilà. Oui. Alors effectivement, ce n'est pas du ressort, mais je vais quand même poser la question à nos deux docteurs, à Dr Hartmann et au Dr Cosculiela. Effectivement, on pourrait se poser la question, ce n'est pas une question médicale, mais une question policière. C'est vrai que, et ça a été reconnu partout, que les policiers étaient en faction pendant que Kabylie Traoré s'acharnait sur Sarah Halimi et qu'ils ne sont pas intervenus. Alors après, il dit justement ils n'avaient pas eu les ordres. Et à votre avis, est-ce que c'est recevable ou pas? Mais je vous demande ce que dit notre auditeur. Et effectivement, on l'a entendu que on a voulu éviter le procès, peut-être pour ne pas souligner tel ou tel aspect de la chose, notamment la non-intervention des policiers. Ça me paraît peu probable quand même. Je pense que les experts psychiatriques a prévalu dans cette histoire. Après, ça paraît peu probable que c'est pu être manipulé pour cette raison-là. Oui, je crois. Enfin, je partage aussi votre avis. Je crois que ça n'a pas été jusque-là dans le calcul, mais effectivement, on pourrait poser la question Clémence. Allez, on va donner la si je puis me permettre, tant que l'un des experts était lui-même issu de confession juive. Oui, enfin, c'est pas parce qu'il est de confession juive qu'il va forcément défendre Sarah Halimi, je veux dire. Non, mais on ne va pas. On peut imaginer qu'il ne se soit pas laissé aisément soumettre, d'autant que c'est le premier, à l'influence d'on ne sait qui au demeurant. Qui aurait décidé de cela? Oui, non, c'est vrai. Les magistrats?
C'est très difficile à dire et je crois qu'effectivement c'est une hypothèse, mais bon, tant qu'elle n'aura pas été vérifiée, malheureusement elle ne le sera pas. Donc voilà. Oui, Clémence. Alors on va revenir sur le sujet des EHPAD prison et donner la parole à Claude qui nous appelle de Marseille. Bonjour Claude. Oui, bonjour Claude. Oui, bonjour. Alors je vous appelle pour témoigner à propos de mon papa. Qui vivait seul et qui a fait 2 chutes. Oui. Suite à la première chute, on l'a amené dans un IMM, un institut médical, où on l'a fait faire de la rééducation. Oui. Donc ça, c'était au mois de décembre. Moi, j'ai pu le voir au mois de janvier une fois. Oui. Ensuite, toutes les visites ont été interdites pour cause de Covid. Oui. Il a fait de la rééducation, ils ont estimé, je n'ai jamais pu avoir son médecin, soit dit en passant, celui qui s'occupait de lui. Ils ont décidé qu'il était apte à rentrer chez lui, il a rechuté le soir même. Donc, pompiers, hôpital, toutes les visites interdites. Ouais. Absolument toutes les visites interdites. Ouais, on a beaucoup. Bon, lorsqu'il s'est rendu compte, parce qu'il a quand même toutes ses capacités cognitives, oui. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus vivre tout seul, il a décidé de son plein gré qu'il ne voulait pas être à la charge de ses enfants, donc il a choisi d'aller en EHPAD. D'accord. EHPAD où apparemment il est bien traité, d'après ce qu'il me raconte. Il refuse la vaccination, exactement comme il a refusé le vaccin contre la grippe. Je crois que sa dernière vaccination remonte à son service militaire. Il vient d'avoir 91 ans. D'accord. Donc on ne le force pas à se vacciner. Apparemment, il est bien traité, il s'est fait des copains, mais qui est plutôt un peu ours. Par contre, moi j'ai appelé, alors donc depuis le mois de décembre, j'ai pu le voir une fois à l'IMM. On me refuse toute visite sous prétexte que je ne suis pas vaccinée. C'est-à-dire que lui, on ne lui fait pas de chantage à la vaccination. Mais à vous, oui. Ouais. Mais à moi, oui. C'est-à-dire, on m'a dit, madame, si vous voulez voir votre père, il faut être vacciné. Ouais. Voilà, c'est absolument honteux, c'est un chantage immonde. Donc, bon, lui, il vit ça relativement bien, mais je pense que ses enfants, quand même, de voir ses enfants, ça lui manque. Bien sûr. Et vous, ça vous manque aussi. Mais évidemment. Et c'est vraiment un chantage, je dirais... Alors justement, oui, non mais je vous entends très bien. Et justement, on va peut-être sortir avec nos... je voudrais demander au docteur Cosculella et au docteur Hartmann, nous arrivons en fin d'émission, mais justement c'est aussi quelque chose que je pense dans votre patientèle vous avez à aborder, cette histoire de la solitude justement, de cette espèce de chape de plomb qui est tombée effectivement depuis plus d'1 an à cause du Covid par rapport à cela. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette situation ? Alors, pour ma part, je n'ai jamais cessé de consulter et durant toute la période où a été suspendue l'existence, les gens venaient et certaines personnes me disaient même qu'elles souhaitaient venir plusieurs fois par semaine, ne serait-ce que pour légitimer une sortie. Ce qui, normalement, n'était pas possible. Ce que j'ai observé, c'est qu'au fur et à mesure, une sorte de souffrance morale s'est accentuée avec une des caractéristiques qui, pour ma part, m'a frappé, je ne sais pas si Joël perçoit la même chose, c'est la remontée des souvenirs. Car ces gens, comme si leur vie était suspendue, ont réactivé en quelque sorte le passé qui était le leur. D'accord. Voilà, et je trouve ça bouleversant parce que ce sont des histoires très anciennes qui leur viennent à l'esprit et qu'ils évoquent comme ça. Joël Hartmann. Je trouve chez les patients que le premier confinement de mars 2020 a été globalement plutôt bien vécu, c'était insolite. Les gens restaient chez eux. Et puis au fil du temps et des mois et des reconfinements, ça a été de plus en plus compliqué. Les gens se sont rendus compte que le télétravail était très pénible, il fallait gérer les enfants. Et puis, cette coupure nécessaire aussi pour la santé psychique entre le domicile et le professionnel. Et puis l'éloignement de la famille, le fait de ne pas pouvoir voir ses proches, ses parents, grands-parents. Une souffrance vraiment beaucoup plus importante depuis septembre 2020 et suite au second reconfinement. Oui, c'est certain qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent à propos de ce sentiment d'abord de frustration de ne pas avoir les parents
En tout cas, merci à vous deux, merci pour vos éclaircissements et pour vos témoignages. Voilà, vous pouvez retrouver justement cette interview de Dr Daniel Cosculiela et Dr Joël Hartmann, évidemment sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et puis Sud Radio continue, tout de suite c'est Brigitte Lahaye. Pourquoi l'être humain est si souvent victime d'addiction? C'est vrai, il y en a des addictions, l'alcool, le sexe, les écrans. On en parle avec Laurent Carilla, qui est psychiatre et médecin spécialisé dans l'addictologie. Là aussi, vous pouvez réagir 0826 300 300.